comment, pourquoi vous êtes-vous retrouvés dans cette Australie occidentale, à 2000 km de Perth, dans ce grand état du Kimberley, surface à peu près de la France. Voilà, comment... depuis le départ de Paris, de l'histoire et du film. Ça a été une aventure en soi. Alors en fait, c'est parti d'abord d'une lecture, Message des hommes vrais au monde mutant de Marlo Morgan, un ouvrage incroyable qui m'a piqué vraiment pour découvrir cette culture aborigène, parce que c'était incroyable de voir une culture basée sur des choses les plus fondamentales en tant qu'être humain. C'est-à-dire que je m'étais intéressée aux chamans du Pérou, à d'autres cultures indigènes à travers le monde, et les aborigènes en fait pour entrer en transe ou atteindre d'autres niveaux de conscience, n'utilisent pas de plantes psychotropes. Ils utilisent la chose la plus naturelle et la plus universelle qui soit chez l'être humain, c'est le temps du rêve, le rêve. Voilà, tout se passe à travers le rêve. C'est vraiment leur passerelle entre le monde visible et le monde matériel, le monde invisible, la spiritualité, etc. Et du coup, voilà, j'ai voulu vraiment... aller en Australie et partir à la rencontre de ce peuple pour peut-être connaître leur regard sur notre monde, notre société qui moi me mettait en colère. Je suis arrivée à Sydney et là j'ai été très déçue. Ça a été vraiment le coup de massue parce que les seuls aborigènes que je voyais c'était des gens perdus, ivres morts. Voilà, c'était terrible. Je me suis dit je suis arrivée trop tard. C'est trop tard, ils ont été décimés. Et j'ai pas pu rester là-dessus. J'ai acheté un 4x4 et j'ai parcouru 40 000 km à travers l'Australie. J'ai fait plein de rencontres, des gens très intéressants, des directeurs d'université, section documentaire qui voulaient filmer des aborigènes depuis 15 ans et qui m'ont déconseillé d'essayer de faire quoi que ce soit en 6 mois parce que ça faisait 15 ans qu'ils essayaient de les filmer et qu'ils n'y arrivaient pas. Et j'ai pas voulu en rester là, j'ai poursuivi ma quête. Voilà, je suis arrivée à Broome sur mon parcours. Et là, j'ai vu une communauté soudée, des aborigènes et des Australiens blancs qui se connaissaient, qui vivaient ensemble, qui s'interpellaient dans la rue pour se dire bonjour. Et j'avais jamais vu ça en Australie. C'est le seul endroit en Australie où ça se passe comme ça. C'est une terre aborigène où les blancs ont acquis la culture et le mode de vie aborigène pour vivre avec eux, et ça se fait dans un respect incroyable. Et j'ai senti, je sais pas, je me suis sentie bien ici. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, à partir en quête d'un sujet fort, voilà. Et puis un homme un jour m'a interpellée et on a commencé à discuter de tout ça et il m'a dit qu'une femme avait attendu toute sa vie de me rencontrer. Et il s'agit de Teresa Raw, la matriarche des Goolaraboloo, qui m'a présentée. Et effectivement, il avait pas si tort. Et je voulais savoir aussi comment s'était passée la rencontre avec cette maman matriarche qui, pour nous, d'un point de vue occidental, serait une reine, quoi, et son fils. Voilà, comment ils vous ont accordé une telle confiance, ils vous ont tout donné, vous êtes devenue, on dirait, une aborigène. Ouais, c'est souvent ce que je disais pendant le tournage. I'm black inside, c'était ça, ouais, vraiment qui ressortait. En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire que les aborigènes sont des gens prudents. Une amitié se sait à l'échelle d'une vie, quoi. On proclame pas t'es ma meilleure amie. Voilà, c'est vraiment le partage et doux et lent et sur ce temps de repérage, quand j'ai commencé à rencontrer Teresa, puis son fils Joe et son autre fils Richard, j'ai commencé à vivre avec eux comme ça. Ils m'ont accueilli sur leur terre, bien sûr. Ils m'ont invité à vivre à l'intérieur de leur paysage et de leur environnement.
Et voilà, ils m'ont appris ce qu'ils pouvaient m'apprendre dans le temps imparti. Et comme ma jeunesse a été vraiment un atout, parce qu'ils m'ont vu comme une enfant, une petite fille à éduquer. Et ça a été vraiment un atout. Et moi, j'étais là avec mes yeux grands ouverts à absorber tout ce que je pouvais absorber parce que c'était magique. Pour moi, c'était la première fois que, finalement, que je découvrais à quel point la vie pouvait être douce, simple, belle, tout simplement. Et il a fallu ce temps de parcours pour arriver jusqu'à eux, pour être assez lavé aussi des conditionnements que forcément j'avais subis depuis l'enfance en grandissant en région parisienne. Et vraiment, oui, ça s'est fait très doucement. Les aborigènes, ils vous disent pas tout d'un coup, comme là, on essaye dans une interview de transmettre le maximum. Voilà, moi, je suis dans un stress là de vous dire le plus possible avec les meilleurs mots pour que mon message soit le plus précis possible et le plus impactant possible. Et eux, c'est pas du tout comme ça. Ils vont vous dire un petit peu. Ils vont vous laisser mûrir sur cette idée, vous laisser méditer, et puis on s'en reparle la semaine prochaine, quoi. Et voilà, c'était ça aussi qu'il fallait apprendre pour moi. C'est une autre utilisation du temps, une autre rythmique. Et oui, comme vous disiez, il a fallu que moi aussi, finalement, je devienne aborigène dans ma façon d'être avec eux. Et bon, je pense que maintenant ça a déteint sur moi pour toujours. Mais il y a des moments bruitistes, il y a des petits moments où il y a un peu de musique traditionnelle anglo-anglaise et tout. Ouais. La bande-son, on voulait parler de la forme. La musique classique, je l'ai fait écrire par un ami australien à moi d'ailleurs, qui est un des futurs meilleurs compositeurs au monde parce qu'il est à Yale. Il a été pris à Yale. D'accord. Et c'est quelqu'un de brillantissime qui ne connaît pas les aborigènes, qui dès que je lui ai dit que j'avais besoin de musique classique, il m'a dit avec grand plaisir, il a adoré le film. Et voilà, il n'a pas eu la chance lui de voyager en Australie, alors qu'il est australien. Ouais. Mais ça a été une vraie découverte pour lui à travers le film. On a envie de revenir à l'origine de l'humanisme, finalement, de ce que c'était, c'est-à-dire l'homme blanc, civilisé, chrétien, qui est parti à la conquête du monde, évangélisé, etc. On revient aux sources là, de ce qui expliquera le colonialisme, l'esclavage, etc. Et voilà, donc on achoppe, on a un retour sur nos propres civilisations qui est étonnant pas de désespérance, mais de déception, quoi, puisqu'on a manqué tellement de choses. On manque d'un guide surtout. On manque d'un guide dans notre société. Et on ne peut pas se référer à nos guides politiques parce qu'ils ne sont pas dans nos réalités. Ils vivent sur une autre planète quasiment, on peut dire ça comme ça. Oui. Et effectivement, si on avait depuis l'enfance quelqu'un dans notre communauté, un référent, quelqu'un de sage, d'un humble, de simple, qui est la tête sur les épaules et une espèce de conscience vraiment du monde dans lequel on vit, on n'en serait pas là, effectivement. Ce serait beaucoup plus simple d'avancer, de créer une vie meilleure pour tous, tout simplement. Voilà, c'est tout bête, ça tient finalement à très peu de choses, quoi. Le décor urbain, pourquoi il y a des arbres qui ne servent à rien et pourquoi pas avoir des arbres fruitiers à la place de... Mais non, mais les mairies, elles ont un budget qui leur sont accordés par au-dessus, par le département, etc. Et ils mettent l'entrée de gamme d'arbres, etc. Et ça sert à rien. Ce serait beaucoup plus simple, pour tout le monde d'avoir des arbres fruitiers, des légumes. Les enfants des écoles, ils pourraient avoir une demi-journée pour s'occuper du jardin collectif. Et on résoudrait déjà tellement de choses juste avec cette simple initiative. Mais il y a des sages partout, on en a en France aussi, et on avait des chamans en France, mais on les a zigouillés et on les a mis sur le bûcher avec les croisades, parce que l'Église voulait pas en entendre parler, quoi. C'était maléfique. Bien sûr que c'est maléfique pour une culture qui se veut supérieure et qui ne veut surtout pas avoir en face de lui des forces spirituelles qui sont évidemment impressionnantes et qui font peur, mais qui sont au final qui étaient sûrement très bénéfiques pour les gens, parce que
C'est marrant parce que depuis l'enfance, tout le monde lit Astérix et Obélix et on adore Panoramix. Tout le monde adore Panoramix. Mais Panoramix, il a existé. Bien sûr. Il a existé et c'était un référent hyper important, un guide dans une communauté. Et effectivement, Panoramix, on l'a décapité. Bien sûr. Voilà. Ce qui est dommage. Et du coup, maintenant, mon message... Je crois que, comme je disais, on a un manque de guides. Et en rencontrant ces aborigènes, je me suis rendu compte que ces guides, ils existaient toujours et qu'en fait, si l'Occident, je parle de la population, se mettait un petit peu à écouter tous ces natifs à travers le monde, parce qu'il n'y a pas que les aborigènes, il y a Chef Raoni qui se bat contre le Belo-Monté. Bien sûr, je l'ai remplacé dans les années 80, il y a 40 ans, il était déjà dans ce même combat. Bien sûr, c'est sans fin. Et tous ces gens qui ont une sagesse vraiment universelle, si on commençait vraiment à les écouter, on n'aurait plus d'incertitude et on serait plus perdu. Parce que moi, c'est ce que je sens autour de moi, c'est qu'on est perdu. Leur maître mot, c'est looking after country. Donc, ce qui veut dire protéger la nature, protéger la vie, en fait. Ils sont dans une démarche de protéger ce qui est. Mais sous toutes ses formes. Voilà, le moindre truc. Là-bas, tout est dans le paysage, en fait. Ils peuvent se tourner dans cette direction et vous raconter telle et telle histoire, soit un mythe ou une légende, ou alors quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs générations. Et puis, ils vous emmènent au détour d'une dune, près d'un arbre, et là, ils vous disent « stop, on s'arrête ». Et sur le sol, vous voyez en fait des vestiges qui sont là sûrement depuis des dizaines de milliers d'années. Des morceaux de couteaux qui ont été faits. Enfin voilà, on marche vraiment avec des gens qui, de génération en génération, ont eu l'intelligence et la sagesse et l'humilité aussi de ne faire que préserver ce qu'ils avaient. Et de le transmettre et de transmettre cet amour pour cet endroit et tout ce que ça contient. Bien sûr. Et c'est juste à l'opposé et aux antipodes de ce que nous on apprend dans notre société où il s'agit de toujours produire quelque chose à partir d'une autre et ainsi de suite pour une croissance fulgurante, mais ça marche pas. On est dans une croissance sur une terre avec des ressources finies, forcément à un moment donné ça se pète la figure. Donc effectivement c'est voilà, voir le monde à travers leurs yeux, ça a apaisé ma colère déjà parce que voilà, maintenant que je sais qu'un endroit comme ça existe sur la planète et il n'y en a pas qu'un, préservé et sauvegardé par des gens comme eux avec une telle sagesse, ça ne peut que m'apaiser, voilà, dans mon cœur maintenant, quel que soit ce que je vois, la violence, l'agressivité que je subis tous les jours au quotidien dans Paris, au fond de moi je sais que cet endroit il existe et il est toujours là et il me porte et j'espère que c'est ce que les gens en voyant le film pourront aussi absorber et transmettre autour d'eux, que voilà, les gens sont trop fatalistes en fait, les gens de ma génération en tout cas, ils sont dépassés par tout ce qu'il y aurait à faire. Effectivement, on a dénoncé plein de choses ces dernières années et on sait tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il faudrait faire. Et devant une telle transformation de la société, les gens baissent les bras. Mais je ne suis pas d'accord. Il suffit d'un tout petit engagement personnel pour qu'à l'échelle collective, ça devienne sans précédent, une vraie transformation de la société. Voilà, il ne tient qu'à cette décision. Oui, alors je voulais un peu revenir sur le gouvernement australien qui m'a l'air d'être complètement coupé en deux. Il y a donc les autorités qui ont fait tout ce qu'il fallait faire en termes d'excuses, de repentance. Il y a eu des textes symboliques très forts et voilà, on a l'impression que dans les actes, rien ne se passe. On ne peut pas dire que ça empire si on parle de l'idée d'un quasi-génocide au départ, fin du XVIIe siècle, mais la situation des aborigènes reste. Dire pardon et ne pas tendre la main,
après avoir dit pardon, c'est pas de vraies excuses. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement australien. C'est-à-dire qu'ils réunissent des gens comme eux, des blancs, et puis on dit pardon. Ouais, super. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après avoir dit pardon, le gouvernement australien est devenu de plus en plus hostile par rapport aux aborigènes. Parce qu'ils ont eu les applaudissements de tout le monde, d'accord? Ce qui leur a permis, en fait, après, d'être d'autant plus cruel et d'installer je ne sais combien d'industries à travers l'Australie, sur quoi? Des terres aborigènes. Et donc de déloger des aborigènes pour les mettre à sac, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un aborigène qui a sa culture et son environnement est délocalisé? Il perd tout. Bien sûr qu'il perd tout. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a son esprit qui est connecté à un endroit. Vous savez, pendant le tournage, il y a des gens qui se sont décédés. Des personnes âgées qui étaient connectées à tel arbre ou à tel point d'eau ou à telle entité dans tel rocher. Si ça c'est détruit par le bulldozer qui passe, la personne elle est fragilisée, elle meurt. Tout simplement. C'est... Voilà, on n'est pas dans le même monde et le gouvernement australien, voilà ce qu'il s'est permis de faire. De soi-disant dire pardon, donc face au gouvernement du monde entier, ça fait bien. Mais après, sur le sol, une autre histoire. Vraiment une autre histoire. Et maintenant, depuis des années que je voyage en Australie, quand je fais la route entre Perth et Broome, donc 2500 km en 4x4, toutes les demi-heures, je tourne la tête sur le côté et je vois une nouvelle industrie. C'est-à-dire qu'ils creusent. Ils sont en train de creuser l'Australie de tous les côtés. La Grande Barrière de Corail, qui est quand même une des 7 merveilles du monde aquatique, on est d'accord. C'est un endroit sublime. Un patrimoine matériel de l'UNESCO, etc. C'est incroyable cet endroit. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ces dernières années? Il y a eu 7 nouvelles industries massives le long de la Grande Barrière de Corail et qui déversent chaque jour de quoi anéantir cette Grande Barrière de Corail, si longue soit-elle. C'est terrible, c'est comme cette région, elle concentre tout de ce qui devrait être préservé. Je pense à l'écosystème sur Terre qui fonctionne comme un rhizome. Si on touche un coin, c'est comme un effet boule de neige. Je pense à ce sanctuaire marin où les baleines, l'écosystème marin. Je pense aux empreintes, les fossiles et les empreintes de dinosaures qui ont été intégrées dans la culture des aborigènes. Ça, j'ai trouvé que c'était fascinant finalement. Du coup, de 40 millions, on part dans des centaines de millions d'années. Et voilà, tout est réuni pour que ce site soit protégé, plus cette population, évidemment, qui est très peu nombreuse, d'accord. L'État de Kimberley, c'est 40 000 habitants, j'ai vu. Et voilà, et quand même, le cynisme et des gouvernants et des gros trusts, pétrolifères, etc., foncent, osent avancer. Ça me surprend, j'imagine. Parce que les leaders politiques ne sont pas conscients. Ils avancent en pleine inconscience. Ils ont été conditionnés depuis toujours, sûrement, par un système qui est défaillant. Et quand Colin Barnett parle de ce qu'il veut faire pour les aborigènes du Kimberley et qu'il veut leur apporter du travail, qu'il veut leur apporter des hôpitaux et de l'éducation et quoi que ce soit d'autre, je peux pas croire que ce soit cruellement qui disent ça et qu'ensuite ils sachent très bien qu'ils vont vivre l'enfer. J'ai l'impression qu'en lui-même il est persuadé du bien fondé de ses actes et à la fois je sais pas, une sorte de déconnexion. Voilà, c'est une espèce de déconnexion totale, une espèce de ils se voilent la face en fait sur la réalité parce que exactement la même histoire s'est passée 20 ans plus tôt à 1000 km au sud de Broome. Et ils voient bien que les aborigènes n'ont pas eu de travail, les aborigènes locaux n'ont pas eu de travail dans les usines parce que ça les intéresse pas de travailler dans des usines. Ça va pas ou quoi? Ils sont libres et ils ont tout et ils sont heureux et ils ont tout un univers à eux et on leur enlève tout ça sans raison. Alors que ça fait sûrement depuis la nuit des temps qu'ils sont là et qu'ils vivent en adéquation avec l'univers. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il y aurait aussi cette bonne raison pour préserver ce site, c'est le tourisme. Alors là, on est dans l'écotourisme. Ethnocentré. Bon, on retourne à nous, mais ça pourrait être une raison supplémentaire. Donc tout s'accumule pour que cette région soit protégée. Bien sûr. Et les Goulara Boulou ont mis en place, grâce au grand-père,
Paddy Rowe, le père de Teresa, il a mis en place une marche. Vous prenez une carte de l'Australie, sa marche, elle est écrite sur la carte. Vraiment, c'est vraiment un élément de la culture australienne. Il a mis en place cette marche de 10 jours où les aborigènes là-bas invitent les Blancs à marcher avec eux pour leur faire découvrir la culture aborigène, vivre un quotidien avec eux, éprouver cette simplicité et cette beauté de ce qu'est la vie. Et voilà, et même ça a été menacé. Alors que voilà, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont fait cette marche, leur vie a changé depuis. C'est des expériences uniques. Et effectivement, l'écotourisme à Broome, c'est quelque chose à exploiter. Et les aborigènes font d'excellents rangers pour s'occuper de toute une infrastructure comme ça. C'est des gens intelligents et voilà, il y a de quoi perdre aussi financièrement beaucoup dans une telle industrie. Mais c'est vrai que les Goularaboulou, ils ont une particularité, c'est qu'ils invitent les gens chez eux gratuitement. Ils aiment inviter pour leur faire profiter, comme eux, de leur environnement. Ils sont dans la générosité. Et alors je vais la conciser. Ouais. C'est un peu... Je sais pas combien de temps on avait en fait. Oui, alors je voudrais terminer sur l'Australie. Donc l'Australie, en 97, n'est pas entrée dans ce concept du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Donc il y a bien, un peu comme dans l'esprit des États-Unis, une réticence, une peur d'aller ratifier des accords internationaux, vous voyez, au niveau de l'UNESCO, ce nouveau... Et donc je voulais vous poser la question on a l'idée que l'histoire se répète et la question dernière ce serait est-ce que c'est ça l'Australie aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce que c'est que l'Australie aujourd'hui par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Afrique du Sud autrefois, etc. et encore aujourd'hui? C'est un pays hallucinant, c'est-à-dire que c'est un pays hallucinant. On a deux mondes qui sont en totale opposition. C'est les antipodes. Vous avez des gens qui, comme moi, avaient 20 ans et ont voyagé en Australie et ont fait des sauts de puce de ville en ville en prenant l'avion entre chaque. Et ils ne connaissent pas l'Australie, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont vu des villes du monde. En réalité, l'Australie, l'outback, le bush, c'est un monde ancien, plein de sagesse. Et la collision de ces deux mondes, elle est vraiment, c'est du noir et blanc, quoi, sans contraste. Elle l'est toujours. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais la cupidité des gouvernements australiens à l'heure actuelle grignote de plus en plus vite, parce qu'ils sont dans une folie. Ils ont un territoire énorme, c'est plus grand que l'Europe. Ils ont un territoire énorme et ils sont dans une telle course au profit qu'ils vendent même du sol au Qatar. C'est-à-dire qu'ils creusent juste de la terre pour l'envoyer à l'étranger. Vous vous rendez compte où on en est? Juste de la terre. Donc vous imaginez, il y a de l'uranium, il y a de l'or, il y a du bauxite, il y a tout ce que vous voulez dans le sol australien, parce que c'est là et c'est une terre riche. Et voilà, les aborigènes ont beau... avoir fait ce qu'il faut depuis la nuit des temps pour protéger cet endroit. Aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui leur propose, qui leur permet tout simplement d'interdire des choses pareilles sur leur sol, et c'est un scandale. Alors que il y a effectivement des textes qui ont été signés, les Nations Unies, pour les indigènes, mais ce texte il n'est pas appliqué. Comme l'IPBC Act, la législation environnementale, c'est un texte magnifique qui est brandi à chaque fois qu'on en a besoin, mais en réalité il n'est pas du tout appliqué. C'est ça, c'est presque... Donc c'est scandaleux en fait, c'est un pays merveilleux, qui est fantastique et qui va... Moi j'ai bon espoir parce que je vois quelles personnes sont... Le film, le dernier insert du film, malgré... Bien sûr, parce que la conscience collective, elle est très présente et de plus en plus dans les villes. Il y a des associations et des collectifs de personnes ultra conscientes qui sont en train de se rassembler, et voilà, c'est un pays sur lequel prendre exemple. On n'est pas loin d'une révolution, vraiment là-bas. Ça se construit, c'est en train de se construire, lentement mais sûrement.